Salut à toi et bienvenue sur Ciel, mon graphiste, le podcast qui partage des conseils courts et pratiques aux entrepreneurs qui veulent développer leur identité de marque. Moi, c'est Margot, graphiste et illustratrice freelance, et mon objectif, c'est t'aider à faire les meilleurs choix pour toi et ton projet, que ce soit en expliquant simplement les bases du graphisme ou en te proposant des solutions concrètes pour répondre à des problématiques que tu peux rencontrer au jour le jour sur ta communication visuelle. Si ces questions t'intéressent, abonne-toi au podcast et retrouve un nouvel épisode un jeudi sur 2. Bonne écoute! Dans ce nouvel épisode, on va s'intéresser à la création de tes supports imprimés. Qu'est-ce que tu dois savoir et prendre en compte quand tu réalises un document pour l'impression? Comment paramétrer le fichier également? Ce qui me permettra de revenir sur le jargon lié à l'impression dans le monde du graphisme. Et puis je tenterai de répondre aussi à la question qu'une auditrice m'a posée il y a un petit moment de ça déjà. Elle me demandait comment choisir son imprimeur, ou du moins sur quels critères peut-on se baser pour faire une comparaison de toutes les offres disponibles. Cet épisode, il va aussi t'être utile si, comme beaucoup d'entrepreneurs, tu réalises certains de tes supports seul, sans que ce soit pour autant ton métier, que tu cherches des conseils pratiques et simples que tu peux appliquer, mais aussi si tu fais appel à des graphistes régulièrement, pour mieux comprendre un petit peu comment il ou elle réalise ton fichier et du coup, quels éléments on est susceptible de te demander. Cela étant dit, on peut entrer directement dans le vif du sujet. En tant que graphiste, je ne réalise pas un support destiné à l'impression de la même façon que je le ferais pour un support web. Tout simplement parce que ce sont deux modes d'utilisation et donc de conception aussi différentes. On aura davantage de petites règles à respecter pour l'impression que j'ai regroupées ici en différentes sections. Alors évidemment, je te conseille, quand tu le peux, de faire appel à un prestataire pour réaliser tes supports print, notamment quand ils sont vraiment essentiels à ton activité, que tu vas les utiliser longtemps, bien autant avoir le meilleur résultat possible. Déjà, tu vas avoir quelques conseils pour améliorer la création de tes supports imprimés. Je précise aussi que pour ce sujet, je ne vais pas m'attarder sur les détails vraiment de mise en page, de choix créatifs, mais plutôt sur des détails techniques liés au paramétrage pour l'impression. On va commencer avec la grosse différence d'un document imprimé par rapport à un document web, à savoir tout ce qui va être marge et découpe. Alors il y a un premier terme que tu as déjà peut-être entendu, ce sont les fonds perdus. Il faut savoir que ton support, quand il est imprimé, il va être découpé au massicot pour venir respecter sa dimension finale. Du coup, ça implique plusieurs choses au moment de sa création, notamment le fait qu'on ajoute des fonds perdus, ou ce qu'on appelle aussi des débords. En fait, c'est quoi? C'est un espace additionnel qui va venir faire tout le tour de ton document. Donc en général, on va ajouter 2 ou 5 mm en fonction du support et puis des paramètres aussi qui vont être demandés par l'imprimeur. Et cet espace, il te sert en fait de repère pour venir faire dépasser les éléments de ton document au-delà de son format final. Ça permet d'éviter d'avoir un petit liseré blanc sur les bords de ton document alors que tu voulais par exemple une image ou un aplat de couleurs qui touche vraiment la marge. En fait, pour prendre un exemple très visuel, je trouve que les fonds perdus, c'est un petit peu comme les scotch, de peinture. Quand tu veux faire une belle bordure bien nette, en fait, tu vas peindre par-dessus pour faire ta jonction, que la peinture soit bien partout de façon homogène. Tu t'en fiches un peu parce que tu es en train de peindre sur le scotch. Et puis, une fois que tu le retires, de toute façon, là, c'est tout propre, le tracé il est parfaitement net. Tu as du coup ta bordure. C'est un petit peu pareil, en fait, pour le fond perdu. C'est pour ça qu'on fournit à l'imprimeur un fichier qui est un tout petit peu plus grand que le format final souhaité pour inclure ces fonds perdus. Donc si ton document c'est un 30 par 40 cm, eh bien si tu inclus les fonds perdus, en rajoutant disons 5 mm de fonds perdus, tu obtiendras un document de 40 par 50 cm, puisqu'on ajoute bien 5 mm de chaque côté, en haut et en bas. Une autre chose qu'on ajoute en général, mais pas toujours, ce sont les traits de coupe. Les traits de coupe, ce sont des petits repères, vraiment 2 petits traits qui viennent former un petit coin et qui d'ailleurs sont situés dans les coins de ton support. Et ils indiquent la taille finale du document. En fait, c'est pour que l'imprimeur sache où placer son massicot. Bon, dans les faits, si t'es pas graphiste, tu fais pas trop attention à ce détail, d'autant plus que la plupart des imprimeurs n'ont pas besoin de ces repères à partir du moment où ils connaissent les fonds perdus de ton document et la taille finale souhaitée. Mais si on t'en parle, tu sauras de quoi il s'agit. On va ensuite parler, très très important, de la zone tranquille ou de la zone de sécurité.
Ça, c'est vraiment une erreur que je vois très souvent dans la création de supports en amateur, on va dire, de personnes dont c'est pas forcément le métier. En fait, il s'agit de venir prendre en compte une marge suffisamment large autour de ton document pour que le contenu ne soit pas rogné. Et là, il faut bien faire une différence avec les fonds perdus. C'est-à-dire que le fond perdu, dans tous les cas, il disparaît à la découpe, on le verra plus. Les marges, par contre, elles sont situées à l'intérieur même de ton document. C'est-à-dire, si je reprends le 30 par 40, on reste dans ces 30 par 40. Simplement, on va délimiter une petite zone de sécurité qui va faire 5 à 10 mm, donc tout autour du support. Et il ne faut rien mettre d'important dedans. Pas de texte, pas de logo, évidemment. Déjà pour une raison esthétique, parce que c'est pas très joli quand on n'a pas d'espace autour des éléments, mais surtout pour que rien ne soit coupé. Parce qu'il peut toujours y avoir un petit décalage avec le massicot au moment de découper le papier, qui va venir rogner, même d'1 ou 2 mm, 3 mm, c'est très peu, mais ça peut suffire à rogner ton contenu. Et puis il faut aussi penser que en fonction de ton support, il peut y avoir des plis ou une reliure. Par exemple, si tu fais un catalogue ou un dépliant 3 volets. Et ce pli, cette reliure, eh bien, ça vient rogner un petit peu sur le format de ton support. Donc, il faut évidemment qu'il n'y ait pas de contenu important de texte à cet endroit-là. Donc, en tout cas, n'hésite pas à ajouter quelques millimètres supplémentaires dans ta marge de sécurité si tu veux être sûr que ton contenu restera parfaitement lisible et visible. Passons à la deuxième section, où là je vais te parler de résolution, de taille et d'orientation. Un support, pour qu'il soit de qualité, que ce soit sur le web ou le print, il doit avoir une résolution adaptée. Donc pour le print, on part généralement sur une résolution de 300 dpi au minimum, que ce soit pour le fichier en lui-même, mais aussi tous les fichiers images par exemple, que tu peux inclure sur ce support. Donc en général, si tu utilises des photos de banque d'images ou réalisées par un professionnel, elles vont d'ores et déjà être de qualité suffisante. Mais si t'es pas sûr de toi, ou que c'est des photos justement que tu as prises toi-même, tu peux vérifier leur résolution et leur définition sur certains logiciels, des applications web gratuites, et tu pourras même modifier cette résolution pour qu'elle soit plus compatible avec une impression de qualité. Bien sûr, c'est pas juste une question de résolution, on va également faire attention à la taille des images qu'on va intégrer sur notre document, pour qu'elles restent lisibles une fois imprimées sur un support, plus ou moins grand, plus ou moins petit. Parce que c'est sûr qu'une image avec trop de détails qui va être insérée dans un espace minuscule, ça n'apportera pas grand-chose à ton support. Idem pour le logo. Normalement, tu as reçu différentes déclinaisons de celui-ci, donc prévues pour l'impression ou non, et puis aussi en différents formats et en différentes tailles. Donc attention de choisir le format et la déclinaison de ton logo la plus adaptée en fonction du support que tu es en train de créer. Enfin, dernier point qui mérite d'être abordé rapidement, c'est l'orientation de ton document. Donc l'orientation, c'est-à-dire portrait ou paysage, bien sûr. Et puis aussi, en fonction des rectos et versos, de bien respecter le sens de lecture et le sens d'impression pour que tout soit dans le bon ordre. Par exemple, si tu crées un dépliant 3 volets, en fait, on va pas faire du coup 6 faces différentes avec 6 pages. Ton document sur lequel tu vas travailler, c'est un A4 ou un A3 qui sera ensuite plié pour faire ce dépliant. Donc tu dois faire attention à bien mettre la couverture et les dos du dépliant aux bons endroits. N'hésite pas à te faire un petit modèle en papier, vite fait à côté de toi, juste pour vérifier à quel endroit se situe chaque face de ce dépliant. Autre chose importante, fais attention au type de pli sur ce genre de document. Est-ce que c'est un pli en accordéon ? Est-ce que c'est un pli roulé, etc. Enfin, il y en a pas mal, mais ce sont les deux principaux qu'on retrouve le plus souvent. Ça, c'est des questions qu'il faut mieux te poser avant de passer à l'étape de conception, que ce soit en regardant les options proposées par l'imprimeur de ton choix, par exemple, pour être sûr de ne pas avoir de surprise au moment de recevoir tes supports imprimés. Si tu veux éviter de faire des erreurs et que tu as à disposition des logiciels de PAO, type InDesign ou Illustrator, tu peux aussi partir directement du gabarit de l'imprimeur. Le gabarit, en fait, c'est une maquette très simple qui va être paramétrée et zonée pour t'indiquer où insérer ton contenu, jusqu'où faire déborder justement les aplats ou les images par rapport au fond perdu, etc., etc. En général, ils sont disponibles sur leur site internet directement, en plus avec des petites indications, des recommandations concernant le document final à leur fournir, mais tu peux aussi, pourquoi pas, les contacter et leur demander si besoin, il n'y a pas de raison qu'ils ne te fournissent pas. Troisième point important, on en avait déjà parlé dans quelques épisodes, c'est bien sûr la couleur.
Parce que oui, la gestion de la couleur est différente selon qu'on travaille pour du web ou du print. Si je résume, chaque couleur possède un code correspondant à un affichage sur écran, le RVB, ou sur papier pour l'impression, le CMJN. Ces codes permettent de minimiser la différence de couleurs perçue sur ces deux types de supports, parce qu'un écran numérique peut recréer beaucoup plus de couleurs qu'une imprimante, mais aussi parce que les couleurs perçues à l'écran vont être plus lumineuses, plus vives qu'une couleur imprimée sur un support papier. Donc, je ne vais pas réexpliquer tout ça en détail. Si ça t'intéresse, je te conseille d'écouter l'épisode sur la création d'une palette pour ton identité visuelle, où je donne un petit peu plus d'informations. Mais sache qu'en tout cas, c'est un élément important à prendre en compte quand tu conçois un support imprimé. Donc normalement, si tu as fait créer ton identité par une graphiste, il t'aura donné un document qui va inclure ces différents codes colorimétriques en fonction de ta palette de couleurs. Et si tu as créé ton identité toi-même et que tu as seulement travaillé avec des couleurs RVB, tu peux très bien retrouver facilement leur correspondance en CMJN. Donc il y a de nombreux sites qui permettent de le faire, notamment Adobe Color Chrome, Colors. Tout ça, ce sont des outils que tu peux retrouver dans la rubrique ressources sur mon site chickadee-blue.com, dont le lien est en description du podcast. Autre petite chose à prendre en compte quand tu travailles les couleurs de ton support. La quantité d'encre que tu vas ajouter sur un support peut influer sur l'épaisseur du papier nécessaire pour que tu aies un résultat de qualité, c'est-à-dire un support qui se tienne bien. Parce qu'évidemment, plus il y a d'encre sur un support, plus le papier doit l'absorber. Donc s'il est trop fin, il aura tendance à peut-être rouler ou gondoler, ce qui sera évidemment pas du tout esthétique pour ton support. Il y a aussi le problème de la transparence. Un papier trop fin, évidemment, s'il y a un grand aplat de couleur bleue sur un recto, sur le verso, c'est possible que du coup, on voit en transparence ce qu'il y a derrière et que ça gêne à la fois la lisibilité et que ce soit en plus pas ouf pour le côté esthétique. Tant que je mentionne le grammage de papier. Au-delà de la couleur, évidemment, il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte pour le choix du papier. D'abord, le type de support que tu crées. Est-ce que c'est un dépliant, un magazine, une carte postale, une carte de visite ? Mais aussi la qualité et la durabilité souhaitées pour ce support. S'il a vocation à être particulièrement manipulé ou déplacé, réutilisé, il faudrait mieux prévoir une épaisseur de papier suffisante pour qu'il résiste à ces manipulations successives. Alors pour te donner juste une petite idée, un papier d'imprimante lambda comme tu peux avoir au bureau ou chez toi, c'est 75-80 grammes. De 120 à 200 grammes, on sera sur tout ce qui est flyer, dépliant, une affiche ou un magazine. Au-delà et jusque 300 grammes à peu près, ce sera pour des supports spécifiques, des cartes de visite, etc. Donc c'est vraiment pour te donner une petite idée comme ça en passant, mais évidemment, tout ça c'est à réfléchir en fonction de l'objectif de ton support. Donc là encore, sur les sites des imprimeurs en général, ils te mettent quelques conseils pour t'aider à choisir le papier le plus adapté à ton projet. Enfin, pour la couleur, je voulais te dire de faire attention aux effets de transparence, parce qu'ils peuvent créer des résultats un petit peu inattendus lors de l'impression, voire même un petit peu gâcher le travail de conception qui a été fait. Alors d'abord, fais attention à ne pas appliquer une transparence trop claire sur une couleur, notamment si celle-ci est déjà peu saturée. En général, on dit qu'il ne faut pas descendre au-delà de 15% si tu veux être sûr que la couleur se voit bien sur le papier. L'autre subtilité, c'est que parfois, certaines personnes vont utiliser la transparence pour venir créer une nuance plus claire d'une couleur de leur palette. Et là, mon conseil, c'est de ne pas avoir recours à la transparence pour faire ça, mais plutôt d'ajouter directement une nuance plus claire de la couleur en question. Donc, par exemple, admettons que tu as un rouge et que tu veux utiliser ces différentes nuances un petit peu plus claires, eh bien, en allant sur un générateur de palettes, comme ceux que je viens de citer juste avant, tu peux obtenir un dégradé de tes couleurs identitaires de la nuance la plus claire à la plus foncée. Et en parlant de dégradé de couleurs, attention à ne pas en abuser sur tes créations print. Parce que le dégradé, c'est toujours un petit peu délicat en impression, ça ne ressort pas toujours très bien. On peut avoir parfois des petites bandes ou des zones de couleurs un peu grises, en fait, à la jonction des couleurs, ce qui n'est pas esthétique évidemment. Donc, à moins d'avoir eu un dégradé créé par un graphiste ou d'être vraiment sûr de tes choix, limite les dégradés, voire n'en utilise pas si c'est pas pertinent. Puis si t'en fais, reste sur 2 couleurs pour un dégradé fluide, donc 2 couleurs proches sur le cercle chromatique ou en tout cas des tons secondaires. Ça permet déjà d'obtenir des dégradés un petit peu plus harmonieux qui du coup à l'impression seront moins catastrophiques. Alors évidemment, en tant que graphiste, on a sur nos logiciels de création des options qui permettent d'éviter ce désagrément, donc d'abord pour vérifier la surimpression de notre document et puis aussi pour aplatir les transparences avant d'envoyer le document à l'impression.
Pour résumer, l'aplatissement des transparences, en fait, c'est une rapide analyse des formes et des couleurs et comment elles se forment entre elles sur ton document. Et en fait, le logiciel va découper individuellement ces formes. Donc là où tu as le jaune et le bleu, par exemple, en transparence qui forment un vert, eh bien, on n'aura pas un mélange de deux couleurs, mais on aura bien un vert créé par l'aplatissement des transparences à côté du bleu et du jaune. Donc ça, clairement, c'est un peu plus technique, donc n'hésite pas à vérifier tout simplement auprès de ton imprimeur si ton fichier est correctement paramétré. Tu peux aussi demander un BAT, un bon à tirer. Donc ça, c'est très utile et je te conseille vraiment de le faire parce que s'il y a un problème, tu vas tout de suite t'en apercevoir et tu pourras demander à ton imprimeur ce qu'il faut faire pour le corriger. Sinon, bien sûr, ton ou ta graphiste le fait avant de te fournir le fichier PDF. Dernier point que je voulais te partager sur les petites règles liées à la création print. Ça concerne la typographie et les polices d'écriture. Ce qui paraît tout de suite évident, c'est la question de taille pour la lisibilité de tes polices choisies. Donc réfléchis à la fonction de ton support pour choisir, bien sûr, des tailles d'écriture adaptées. Est-ce que ton support doit être visible et lisible de loin? Donc par exemple, pour une signalétique ou un support événementiel? Est-ce que c'est un support au contraire qu'on va pouvoir prendre dans les mains et lire attentivement? Tout ça, ça influence bien sûr les choix graphiques que tu vas faire lors de la conception. Mon petit conseil, si tu veux faire un test rudimentaire, mets ton fichier sur un affichage à 100% sur ton écran et vérifie ce que ça donne. Voire écarte-toi de ton écran, tu recules d'1 mètre de distance pour voir si le texte ressort bien et s'il est lisible. Alors bien sûr, c'est pas parfait comme technique, c'est vraiment pour faire un petit test rapide, mais ça aide beaucoup parce que notamment quand on travaille sur un support, on utilise un affichage qui est zoomé, ce qui fausse parfois toute la perception globale de notre support. Donc en dézoomant, en prenant un petit peu de distance, souvent, on se rend très vite compte aussi des problèmes peut-être d'espacement, d'alignement, mais aussi de la structure du document. Est-ce qu'elle paraît claire à vue d'œil, juste en regardant très rapidement le document, est-ce que j'aperçois les différentes sections, tout ça. Alors pour revenir sur cette question de taille, pour la police d'écriture, en général, on conseille de ne pas descendre en dessous de 8 points. Mais c'est à prendre avec des pincettes parce que bien sûr, ça va dépendre de ta police, de sa lisibilité, parce qu'il y en a certaines qui sont plus travaillées, plus détaillées, même si elles sont très jolies ou originales. Et du coup, elles vont pas favoriser une excellente lisibilité en petit ou sur un aplat de couleurs, etc., etc. Mais autre point important, dont à mon avis, tu n'as peut-être pas entendu parler si tu n'es pas graphiste, c'est qu'avant d'envoyer un support à l'impression, il faut vérifier que les polices que tu as utilisées dans ce support sont bien incorporées au document. Donc sur Adobe PDF, tu peux faire un test avec un document que tu as déjà créé. Tu vas vérifier que les typographies sont bien intégrées à ce document en allant dans Fichier, Propriétés et Police. Pourquoi c'est important? Eh bien parce que dans le panel très très large des polices d'écriture disponibles aujourd'hui, il est fort possible que ton imprimeur en possède certaines et pas d'autres. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que dans ces cas-là, tu peux avoir de grosses surprises à l'impression puisque tu découvriras avec horreur que la typographie que tu auras passé tant de temps à sélectionner aura été remplacée par un banal Arial. Mais prudence et mère de sûreté comme on dit, donc le plus simple c'est encore de vectoriser les polices de ton support au moment de son exportation finale. Qu'est-ce que ça veut dire vectoriser une police? En fait, c'est que chaque caractère de ta police, donc chaque lettre, va être transformé en un tracé individuel, comme le serait n'importe quelle autre forme que tu ajouterais sur un document, donc un rond, un carré et un losange. Du coup, le problème d'avoir la police ou non ne se pose plus. Mais le seul petit problème que ça pose, c'est que ton texte n'est plus éditable dès lors qu'il est vectorisé. Et oui, parce que du coup, il ne s'agit plus d'un contenu texte à proprement parler pour le logiciel de création et pour l'impression. Donc, ce qui veut dire que, il faut être sûr que ton texte soit définitif, corrigé, que tu l'aies lu et relu hyper attentivement pour ne pas t'apercevoir trop tard qu'il y a une coquille là, un espace en trop ici. Mais surtout, effectue une copie de ce document avant de passer à l'étape de vectorisation pour pouvoir revenir dessus et effectuer des modifications dans le futur. Sinon, tu seras évidemment obligé de tout réintégrer, tous tes contenus texte et refaire ta mise en page. Alors, pour les graphistes qui m'écoutent, vous savez peut-être déjà qu'il existe une option à paramétrer sur InDesign pour vectoriser tous les textes d'un document au moment de l'exportation du fichier. Donc, c'est-à-dire que le fichier reste éditable, mais c'est seulement le fichier PDF exporté
qui va être vectorisé. Ce qui est très pratique, notamment pour les derniers petits changements de dernière minute. Voilà, au moins, on n'a pas à se retaper toute la vectorisation à la mano du document, surtout quand il est imposant. C'est donc une petite astuce fort utile. Voilà, alors je pourrais évidemment aborder davantage de choses, mais là, tu as quelques informations qui te seront bien utiles pour améliorer la conception de tes supports imprimés. Je te conseille d'écouter d'autres épisodes du podcast en complément, et là notamment je pense au numéro 9, qui te partage des conseils pour éco-concevoir un support de com. En tout cas maintenant, te voilà avec un beau support bien paramétré, prêt à être imprimé. Et il te faut choisir un imprimeur. Dans cette deuxième partie du podcast, je t'explique comment faire le bon choix en fonction de ton support et de ton activité. Comment choisir un imprimeur pour ton activité ? Alors évidemment, pour répondre à cette question, je ne peux que partager les recommandations. Il n'y a pas de réponse toute faite, mais j'ai listé quelques points en tout cas que tu peux prendre en considération dans ta recherche. Moi en général, quand un client me pose cette question, je commence toujours par lui dire de regarder d'abord les imprimeurs disponibles non loin de chez lui ou non loin de son bureau. Parce que c'est parfois plus simple, voire aussi plus rassurant pour eux, de faire appel à un service de proximité. Parce que c'est plus facile d'avoir un interlocuteur, de pouvoir demander conseil, poser des questions, mais aussi de se rendre compte des possibilités, par exemple de papier ou de matériaux d'impression, que cet imprimeur peut te proposer. Donc tu peux tout simplement te déplacer et voir les papiers, les toucher. Tu peux aussi peut-être demander des échantillons. Enfin voilà, ce sera évidemment plus simple si cet imprimeur n'est pas très loin de chez toi. Alors cela étant dit, il y a quand même des imprimeurs en ligne qui ont un service client au top, qui sont très réactifs, que ce soit par mail, par téléphone ou dans un chat, et ça peut très bien suffire selon tes besoins et tes préférences. Mais ce qui serait intéressant surtout, c'est de savoir ce que propose cet imprimeur. Parce que comme tous les prestataires de services, X n'aura pas la même offre que Y, que ce soit en termes de variété de support, de gamme, de technique d'impression, mais aussi pour des questions de délai, de livraison, de conseils ou de services après-vente. Parce que admettons que tu fasses imprimer un catalogue ou un flyer, donc un support assez lambda, mais plus tard tu sais que tu auras besoin de signalétique pour un événement ou pour ta boutique par exemple. Là, il va être judicieux de vérifier d'ores et déjà que l'imprimeur avec lequel tu vas travailler propose ce genre de produit. Sinon, tu vas devoir trouver quelqu'un d'autre. C'est pareil si tu crées des supports spécifiques comme des PLV justement pour les boutiques ou du packaging, des goodies. Enfin, il y a forcément des imprimeurs qui vont être spécialisés dans tel ou tel domaine. Donc si c'est pertinent pour toi, c'est toujours mieux d'aller vers eux parce qu'ils auront plus d'offres à te proposer pour ce type de produit, mais aussi potentiellement des conseils plus avisés, plus adaptés à tes besoins. Après, il peut aussi s'agir de choix par rapport aux finitions proposées ou aux découpes qu'on peut faire sur certains supports ou sur certains matériaux. Là encore, je te conseille de regarder un petit peu ce qui se fait sur différents sites pour comparer et puis de lister les besoins éventuels que tu peux avoir à court, moyen et long terme. Autre critère qui peut t'importer, c'est l'engagement d'un imprimeur pour des supports plus durables ou un fonctionnement en tout cas plus respectueux de l'environnement. Donc pour ça, tu peux commencer par chercher dans l'annuaire des imprimeurs labellisés Imprime Vert. Alors attention, petite précision, ce label, il concerne le fonctionnement de l'imprimerie en elle-même, pas forcément les produits finis. C'est-à-dire que ce label, il va se concentrer sur un cahier des charges par rapport à la consommation énergétique du local, de l'élimination des déchets dangereux qui sont utilisés dans le cadre de l'impression, bien sûr, ou l'utilisation des machines. Mais pour tout ce qui concerne l'éco-conception du support imprimé en tant que tel, ou l'utilisation de papier plus responsable, d'encre végétale, etc., ça va dépendre des engagements de chaque imprimeur et de ce qu'il intègre dans ses prestations. Mais bien sûr, il y a aussi des imprimeurs qui sont spécialisés dans l'éco-conception et qui vont proposer des produits finis plus responsables, faits à partir de matériaux recyclés ou recyclables, entre autres solutions plus écolo. Donc à toi de voir ce qui est important pour toi, évidemment, en fonction de tes engagements et en fonction des projets, des supports que tu as à créer. Et puis enfin, il faut citer quand même les tarifs, parce que ça reste un critère important pour beaucoup de personnes. Donc là, ça va être plus ou moins déterminant selon ton budget, mais aussi l'objectif de ton support. Certains imprimeurs vont proposer des prix très alléchants, mais pour une qualité et un service peut-être moindre, tandis que d'autres vont proposer des prestations haut de gamme et bien sûr, le tarif qui va avec. Moi, j'ai donc pas à te dire d'aller vers telle gamme de prix plutôt qu'une autre, mais je peux quand même rappeler deux petites choses. C'est que d'abord, pour des raisons d'impact écologique, ne cède pas aux promotions de volume si tu n'en as pas d'utilité réelle.
Par exemple, si tu vois un prix cassé pour passer de 1000 à 5000 exemplaires, si tu ne comptes pas utiliser ces 5000 exemplaires, eh bien autant ne pas les imprimer, ça serait juste du gâchis. Et puis il faut savoir que si tu passes souvent par le même imprimeur, tu recevras de toute façon des avantages fidélité ou des promotions, mais des promotions qui seront du coup plus en accord avec tes besoins d'impression, parce que tu auras déjà passé commande chez eux. Donc il y a de fortes chances qu'ils t'envoient des promos sur des produits que tu as déjà commandés, ce qui est quand même plus pertinent pour toi. Puis ensuite, comme pour beaucoup de choses, un tarif trop bas, ou en tout cas en dessous du marché, ça peut dénoter un service de moindre qualité, parce qu'il faut bien que ces économies se reflètent quelque part. Alors ça peut être sur la qualité du produit fini en tant que tel, mais aussi sur le conditionnement du produit pour sa livraison. Moi, ça m'est arrivé de tester justement l'impression sur un site en ligne et de recevoir les affiches qui étaient en soi plutôt bien imprimées, c'était pas le problème, mais très très mal emballées. Donc résultat, elles avaient été pliées pendant le transport, elles étaient donc inutilisables. Mais vraiment, même celles qui étaient au milieu du paquet, au milieu de la pile, elles étaient inutilisables, invendables, parce qu'il y avait un tout petit accroc, en fait, un tout petit pli, mais qui était en plein milieu de l'affiche, quoi. Donc là encore, le service client, ça va dépendre pour beaucoup. Si tu veux obtenir une seconde livraison, un remboursement, enfin voilà. Évidemment, ça c'est un critère aussi qui est non négligeable. Donc prends-le en compte quand tu fais ta recherche pour un imprimeur. J'ai essentiellement pensé à ces critères-là, j'en voyais pas spécialement d'autres, peut-être qu'il y en a, mais ils ne sont pas venus à l'esprit, donc je t'invite évidemment à m'écrire si tu en vois d'autres. Et puis c'est sûr que je peux pas répondre plus précisément sans faire du cas par cas non plus, mais j'espère que ça t'aidera quand même pour faire tes recherches. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai réalisé un sujet un petit peu similaire, mais cette fois-ci sur la recherche du graphiste. En tout cas, comment trouver le ou la bonne graphiste pour t'accompagner sur ton projet. Donc je t'invite à aller l'écouter si c'est des questions que tu te poses. C'est la fin de cet épisode, je te remercie de l'avoir écouté. Tu as peut-être remarqué que je suis un tout petit peu moins régulière en ce moment dans la publication des épisodes de Ciel mon graphiste. Je m'en excuse évidemment, mais